Ouais, n'hésitez pas à vous installer, on va pas tarder à commencer la table ronde du coup, table ronde sur les thématiques de la filière audiovisuelle, avec l'intitulé d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quelle place pour la télévision régionale? Donc j'attends que tout le monde s'installe et je donnerai le top départ à Wallace une fois que tout le monde sera installé, pardon. Allez, pour tous ceux qui ont un micro, il faudra penser à pousser un petit peu le bouton à chaque fois pour l'allumer. Donc Matéata, il me manque juste Sofiane. Quelqu'un a vu Sofiane? Oui, vas-y. Alors c'est parti du coup pour le dernier échange de la journée, donc une table ronde liée aux thématiques autour de la filière audiovisuelle et l'intitulé c'est aujourd'hui quelle place pour la télévision régionale, donc avec Wallace Cotra à la modération. Je vais donc laisser la parole à tous nos intervenants et voilà, on va lancer du coup le dernier échange de la journée. Bien, ben, bonjour à tous. Bonjour, merci aux invités de venir partager vos expériences et puis les questions qu'on se pose autour de la télévision régionale. Ça va être compliqué parce qu'on est nombreux et que dans le public, il y a aussi des gens qui peuvent intervenir parce qu'ils connaissent aussi bien la télévision régionale. Mais voilà, on va échanger comme ça, quoi. Et les débats du FIFO, c'est ça, hein, c'est un peu compliqué, quoi. Mais c'est important qu'on discute ensemble. Alors, à l'époque, donc il y a une soixantaine d'années, il y a la télévision nationale qui s'est implantée un peu partout, en France notamment. Ensuite, on a vu que ce n'était pas suffisant, la télévision nationale. Parce qu'il y a une approche nationale, mais qu'il y a des coins du territoire qui échappaient un peu. Et donc, d'où est venue l'idée de la télévision régionale. Télévision régionale qui est une sorte de télévision de territoire, télévision de pays, pour prendre en compte la diversité, la richesse de nos territoires. Et voilà, on ressentait ce besoin-là que la télévision nationale n'arrivait pas à toucher. Avec cette double dimension, je dirais, hein, c'est la dimension de la proximité, on est proche des gens. Donc là, par exemple, ici, la question des langues, hein, pareil à Aotearoa, puis un peu partout dans la région, la question des langues, comment on est proche des gens, puis faire parler les gens, et puis voilà. Et puis également, cette question de l'utilité sociale.
être utile à nos territoires, pour les problèmes de santé, pour les problèmes, voilà, proches de nos territoires, par exemple pour les enjeux culturels et tout ça. Donc nos responsables ont ressenti le besoin à côté des offres nationales et parfois de l'offre internationale de faire apparaître la télévision régionale. Donc on va essayer de faire le point. Je disais qu'on était nombreux, donc on va essayer de demander d'abord à chacun ce qu'il fait, c'est-à-dire c'est quoi son expérience dans ce domaine-là, et puis ensuite les questions qui se posent autour de ça, et puis l'avenir. Comment on va, voilà. N'hésitez pas vous aussi dans la salle à lever la main si vous voulez comment intervenir au fur et à mesure. Peut-être qu'on va donner d'abord la parole à Lisa, parce que c'est peut-être la forme la plus originale de ce que nous proposons, quoi. Et Lisa qui a à la fois une télévision, un site internet, EcoConnect TV, qu'elle nous raconte un peu ce qu'elle fait, et puis après on fera rapidement le tour de... Voilà, Lisa, c'est à toi. Maruru, I'm sorry, I'm the only non-French speaker here. I'm Lisa Tauma, I'm Samoan, but I live in Aotearoa. And we have made a digital channel. It's called the CocoNet TV. It's an indigenous digital channel for the whole Pacific region. This channel's been going for 15 years now. And we're so blessed to have so many contributors from around the region and to work with different crews and different islands and create economies with, to help different island economies with bringing in resources for different crews. And our channel has built a big audience in different countries around the Pacific, also with our Pacific audiences in the diaspora in the United States and in Australia particularly, but also in lots of small pockets of the world where Pacific people live, like Anchorage and our rugby community in France. And, so it's been a big blessing to have a digital channel that started early in the digital age and therefore managed to build an audience early on before a lot of other digital channels came into effect. Thank you. Et quelles sont les offres que tu proposes? Voilà. Parce qu'on comprend bien que tout à l'heure je dis c'est des médias de territoire, mais là, Lisa, c'est un média de diaspora. C'est-à-dire nous, elle cible les gens du Pacifique, un peu partout où ils sont, quoi. Et quelles sont les offres que tu proposes? Offers in terms of les différents. Oh, yeah, yeah. So we started off being mostly factual and having mostly factual content, reality TV shows. We had a very popular show called Game of Bros, which still today is the most popular show we've ever made in the Pacific because it has lots of good-looking Pacific men. So we started off doing, some shows for young people. A lot of our shows target the young audience because that is our biggest demographic in Aotearoa and all around the Pacific. The average age of the Pacific person is 23. It's the youngest demographic and fastest growing demographic in Aotearoa. And that is the case for most of our countries because most of the Pālangi demographic in Aotearoa stopped having babies and they are an old population. So we have young numbers and that's the audience that we are trying to feed and engage. And we also make feature films and lots of, we're starting to make more drama and comedy because drama especially, we've just made a new drama about a big event called the Polyfest, and a lot of the dramas are really connecting with our young people because they really want to see themselves on screen as young actors, and all these new young
dramatic content as well as, you know, the factual content now. We're finding there's a big demand for Pacific youth to see themselves on screen in this. You know, you look at the popularity of the film Moana and how that put our narratives on screen, and I think our audiences are realizing more and more, oh, that's my story, I can do that, and I can tell a similar story because they're validated by the global interest in these stories. Et juste peut-être, dernière question, quelles sont les langues que tu utilises? It's mostly English, but we have content in Pacific languages. Our biggest audiences in Aotearoa are Samoan. Samoans dominate the Western Pacific. So our biggest audiences are Samoan and Tongan. And so some of our shows we have programs that we've made in those communities, in those Pacific languages. We don't have any French language content. Because our focus is Indigenous content, and so we have a series called Poly Songbooks, which are about Indigenous songs and the stories. So we filmed a lot of those in Tahiti, which are in Tahitian and Māori, but we don't have French language on the. Ok. Merci Lisa. Peut-être qu'on peut continuer avec toi, Stéphane. Tangata Pacifica, comme ça on voit un peu les autres offres de notre région avant de... Voilà. Merci, voilà, qu'elle parle bien l'anglais. Lisa et moi, et avec les autres jeunes à l'époque, c'est l'époque du Jurassique, nous faisions Tangata Pacific, qui était la seule émission qui concernait des gens du Pacifique, mais qui habitent en Nouvelle-Zélande. Donc, il y en a 7 communautés. Mais maintenant, il y a une communauté qui est née en Nouvelle-Zélande, mais qui vient du Pacifique. Et notre mission maintenant, c'est plutôt pour préserver, conserver la culture et des fois la langue. Et nous avons aussi, avec Lisa, on a des liens avec Pacifica TV. Et Pacifica TV, ce sont les diffuseurs anglophones qui appartiennent à un Pacific Hub et qui est payé par le ministre de l'Outre-mer. Ministre Foreign Affairs. Et heureusement, notre ministère à l'étranger, il aime beaucoup le Pacifique. Mais c'est un problème maintenant c'est un problème de gouvernement de droite et aussi presque la mort des diffuseurs publics. Je veux dire que le plus grand, le plus fort, c'était TVNZ. Et maintenant, ça perd 37 millions de dollars l'année dernière. 37 millions $. Et puis, ça diminue en taille et en audience aussi, parce que l'audience part et puis les gens qui payent les avertissements. Publicité. Avertissement. Sorry. Vos amis. Publicité, oui. Donc, le modèle de payer les émissions avec la publicité ne marche plus. Je ne sais pas comment la forme sera dans l'avenir, mais c'est sûrement numérique. Ce n'est pas les grandes chaînes. C'est plus les grandes chaînes, sauf BBC. Non, bien sûr. France Télévisions. Nous sommes à Aotearoa très petit et très sensible au grand mouvement de technologie. Et quand on pense, Mathiata, quand FIFO a commencé, il n'y avait pas d'Internet.
Il n'y avait pas de réseau Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On croyait, oui, c'est quelque chose qui va arriver dans l'avenir, mais l'avenir est maintenant. Donc, pour une histoire, ce qui est passé pour nous, notre fonds, notre argent était coupé en deux. Donc, nous devons faire moins. Et c'est les jeunes dans ces chambres, chez eux, qui font les contents, les programmes qui est sur Coconut, par exemple, mais avec un peu de sophistication. Okay, et maintenant, je suis comme Wallace. Je suis en retraite dans mon île près d'Auckland. Donc, si jamais vous êtes en Nouvelle-Zélande, je serai à Waiheke. Ce que tu veux dire, Stéphane, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une menace sur les programmes maoris. Il y a une menace. Oui, tout à fait. Il faut se souvenir, il y a la chaîne qui appartient au gouvernement, qui est le plus grand, mais qui est presque en faillite. Et aussi TV3, qui est indépendant, mais qui appartient à Warner Brothers et à Discovery. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé toutes les nouvelles, pas de nouvelles sur TV3. Donc, et j'ai dit, mais qu'est-ce qui reste de TV3? Pas un studio, pas une caméra, et même pas pour mettre la chaîne en air, c'est distribué de Californie. Et ce qui reste de TV3, c'est peut-être 4 gens qui vendent de la publicité, le temps pour la publicité. Donc, c'est un changement profond. L'avenir, c'est numérique. Et le challenge, c'est de vivre. Merci. Merci Stéphane. Donc, 2 modèles différents. Hein. Donc, Coconut TV, qui est, voilà, etc. Là, c'est plutôt des programmes qui s'accrochent à la télévision nationale. Et puis, la fragilité de la télévision nationale fragilise aussi le programme. On va peut-être passer à France Télévisions, peut-être. France Télévisions et TNTV qui sont autour de moi. France Télévisions, alors, il y a plusieurs représentants de France Télévisions. Il y a Wallis, il y a Nouvelle-Calédonie, il y a aussi, voilà, dans la Polynésie, dans la salle. Gabriel aussi pour le réseau, voilà. Mais Jean-Philippe, peut-être que tu peux faire le point un peu sur l'histoire un peu de tout ça, ce que ça représente la télévision. Vous avez 2 heures ou pas? Comment? S'ils ont 2 heures. Non, ils ont 4 heures, là, bon. C'est bon, là. Une télévision régionale, nous, ça fait 60 ans qu'on essaye de la construire. On essaye parce que chaque jour est un nouveau défi. Il y a 60 ans, la télévision arrivait en Polynésie, comme elle est arrivée en Martinique, comme elle est arrivée un peu partout dans nos territoires d'outre-mer. À quelques mois près, ça fera 60 ans et 65 pour la radio. C'est important de le souligner. Et au début, ce n'était qu'un lien entre le national et les territoires. Et ce lien, finalement, est devenu une vraie télévision de pays. Parce que je préfère plus entendre télévision de pays que télévision régionale. Parce qu'une télévision régionale, on l'écrit tous et on l'écrit tous différemment. Mais quelque part, quand on est à Saint-Pierre-et-Miquelon, on appellera ça une télévision de quartier. Quand chez nous, on l'appellera une télévision de pays, dans nos îles, sur nos atolls, et auprès de chacun. Et c'est cette télévision qu'on essaie de construire depuis maintenant 60 ans, et encore plus demain. Et c'est vrai, je te rejoins aussi, c'est que le développement des contenus numériques, quelque part, c'est plus demain, c'est hier, quelque part. On est dedans, on est complètement dedans. Ça aussi, ce développement va pouvoir nous proposer des contenus qui vont être différents. Une télévision à la carte différente. Voilà. Et cette télévision régionale est pour nous la proximité même.
on est en proximité avec cette population pour qui on travaille. On est le service public. Et à partir de là, on a un service à rendre à ce public. Et je crois que c'est ça qui est aussi notre force. Et en même temps, c'est lourd, parce qu'on doit répondre à cette attente de débat, parce que le débat doit se faire chez nous, où tout le monde doit s'entendre, se parler. Et c'est aussi ça qui est important dans notre télévision de proximité. Voilà. Et ce que je dis pour nous, l'est aussi évidemment pour la Calédonie et pour Wallis, pour l'ensemble du réseau Outre-mer, qui fait partie du groupe France Télévisions, avec un pôle qui est fort et qui nous permet aussi d'aller voir ailleurs. Parce que les régions sont toutes différentes, mais en même temps, elles ont plein de complémentarités. Elles sont une complémentarité. Quand on a des émissions qui viennent de La Réunion, elles viennent en complémentarité de celles que nous réalisons et que nous diffusons en Martinique ou à Wallis et Futuna. Donc c'est aussi ça notre force. C'est une télévision régionale multipliée par 9, mais également multipliée par X points de direct quand on va dans les îles, quand on fait des directs depuis les Tuamotu, ou quand on est à Wallis ou à l'île des Pins, par exemple, pour ce qui est de nos collègues des 2 autres îles du Pacifique. Voilà, si je peux résumer en quelques mots. Donc finalement, tu insistais sur le fait qu'il y avait la radio traditionnellement, la télévision est intervenue, et puis il y a également le numérique. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble. On ne peut pas aller contre l'évolution, bien au contraire, et je crois même qu'il faut qu'on l'anticipe quelque part, si tant est qu'on puisse l'anticiper, parce que ça va tellement vite qu'il est toujours difficile d'avoir un train d'avance. Mais il ne faut surtout pas perdre ce train et justement continuer à aller de l'avant. Et ne pas se dire qu'il n'y a que la télé. Non, il y a la télé qui est toujours dans le salon, et encore, dans certains salons, il n'y a plus. Parce que les jeunes, par exemple, forcément, ils n'ont peut-être pas la télévision chez eux, mais ils ont un écran d'ordinateur ou une tablette. Et ils regardent la télévision sur ce 3e écran, qui est un écran qui est sur le genou quand on est même dans le salon en train de regarder la télé, ou qui est à côté de nous lorsqu'on est avec des amis. C'est ça qui est important aussi. Et donc, il faut qu'on aille vers cela aussi. Mais ça ne retire rien le fait qu'il y ait toujours la radio, et c'est important, la radio est toujours ce poumon avec la population, et quand il se passe quoi que ce soit, on a toujours un poste de radio près de nous. On a le numérique qui est là, et puis il y a toujours la télé, qui est important avec le sacro-saint journal, en tout cas pour nous c'est le cas, c'est de dire les gens sont devant la télé et regardent le VA ou le JT. Voilà, c'est là aussi où tout le monde se retrouve. Gonzague qui veut ajouter quelque chose, mais peut-être juste Gonzague... Jean-Philippe, comment on fait pour faire une télévision de pays et dans un pays où il y a 110 îles? Comment on fait? C'est toute la difficulté de l'exercice. C'est de pouvoir être présent là où il est possible d'être et dans les meilleures conditions. On a des soucis de liaison, parce que très clairement, on ne peut pas être partout en même temps. On a aussi des liaisons avec les avions aussi, parce que certains endroits, c'est un peu plus compliqué que d'autres. La 4G, même si on a de très très bons réseaux, il y a des endroits où c'est un peu déficient. Donc là aussi, il faut qu'on travaille avec ça. Et puis, il faut aussi avoir suffisamment d'équipes pour pouvoir aller au-delà. C'est ce que l'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on peut toujours faire mieux. Donc là, c'est là encore un autre de nos défis, c'est de pouvoir ouvrir un nombre beaucoup plus important de correspondants. On en a déjà beaucoup dans les îles, mais il nous faut le multiplier pour justement, et avec le matériel de transmission, pour leur permettre de nous remonter les images et de diffuser en direct, eux aussi, de là où ils se trouvent. Oui, juste une remarque. D'abord, l'écran, la télévision n'est plus la télévision, ou de moins en moins linéaire, mais restera un écran. Je voulais revenir sur le numérique. Le numérique, c'est évidemment pas Internet. Le numérique, c'est bien la convergence. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de 4 antennes. Et ma conviction, c'est que nous tous, pas seulement nos télévisions de France Télévisions, mais TNTV, Calédonia, et je l'espère, l'aventure continue en Nouvelle-Calédonie, nous serons bientôt, c'est presque déjà le cas, des plateformes de contenu. Ce qui n'empêche pas les directs. Tu parlais de la télévision tout à l'heure, mais la télévision, elle est déjà en consommation sur le... Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir les chiffres du nombre de personnes en Calédonie. On sait qu'il y a des communes où les gens n'écoutent, pour des raisons même liées parfois comment dirais-je, à la diffusion traditionnelle, écoutent la radio sur l'application, directement sur leur smartphone. Et leur smartphone leur permet d'écouter la radio, de regarder la télévision.
et d'intervenir et d'interagir à travers les réseaux sociaux et d'être informé en temps réel. Moi, je remarque qu'une seule chose, il y a 5-6 ans, pour France Télévisions, vous aviez le chiffre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'était la marque de France Télévisions il y a 5 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la marque France Télévisions? C'est France.tv. C'est l'application, parce que c'est la porte d'entrée de tous nos programmes. Et ça change tout. Et ça change tout. Et le glissement se fait de manière naturelle. Je raconte souvent que à la maison, il nous est arrivé de faire un jour le ménage. Enfin, on le fait tout le temps, mais de faire un très très grand ménage. Et on s'est rendu compte que le câble de la TNT, ça faisait probablement 5 ans que le câble avait été croqué par une souris. Et on s'en était pas rendu compte parce qu'avec l'arrivée de la fibre, ça a rendu l'expérience de la consommation instantanée et diversifiée extrêmement facile sur l'écran de télévision et en rebond. D'ailleurs, vous voyez bien que les applications vous permettent de passer instantanément de la télévision à l'iPad, à la tablette, à l'ordi, ou etc. Si vous voulez changer, vous avez la continuité. Donc oui, nous allons devenir, si ce n'est pas déjà le cas, des plateformes de contenu. Et la question du financement, notamment public, elle se pose pas seulement en Nouvelle-Zélande, elle se pose partout. Ce qui est clair, c'est qu'on va nous demander, parce que c'est la contrepartie évidente, de produire beaucoup plus avec des moyens différents. Pas forcément moins de moyens, mais des moyens plus légers, qui passeront par la polyvalence, c'est déjà le cas aujourd'hui, et par l'agilité. Voilà. Donc là, on est totalement impacté par ce phénomène. Je pense qu'on est déjà quelque part des plateformes de contenu. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Frédéric, juste pour apporter une précision sur Wallis, comment on gère Wallis et Futuna première question, est-ce qu'il y a une antenne sur Futuna, etc. Et puis d'autre part, quelle la part de la langue wallisienne sur place et futunienne? Oui, donc Wallis et Futuna, en fait, c'est une antenne trilingue, hein. Donc français, wallisien et futunien. Donc ce qui complique, déjà une antenne bilingue, c'est très compliqué, mais là, une antenne trilingue, ça l'est encore plus. Heureusement qu'on n'a pas mis les langues kanak, parce que c'est 27 langues. Hein. C'est ça. Donc, eh bien, comment on gère alors pour répondre à la question, quelle place pour la télévision régionale, je pense qu'à Wallis, la télévision régionale a encore toute sa place, malgré l'arrivée des nouvelles technologies. Donc là-bas, les foyers sont pratiquement tous équipés d'antennes Starlink. C'est ce qui a permis d'ouvrir quelque part à des horizons qu'il y a d'ici quelques années, c'était juste impossible. Nous, en interne, ça nous permet aussi de pouvoir effectuer des opérations spéciales dans des endroits où eh bien, les transmissions ne passaient pas du tout il y a encore 2-3 ans de ça. Et donc, c'est vraiment accueilli de manière vraiment super par les populations sur place. Ça nous ouvre le champ des possibles, avec Futuna. Donc on a un studio sur Futuna, mais c'est vrai que les transmissions sont ce qu'elles sont et ne nous permettaient pas toujours d'être présents sur toutes les opérations, ou en tout cas celles sur lesquelles on se positionnait. Voilà, donc la télévision, on est le seul diffuseur sur l'archipel. Donc voilà, c'est encore... Situation de monopole. Tout à fait. Donc tout le monde est devant son petit écran à l'heure du journal. On a encore cette chance-là. Enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mais on a... voilà. La concurrence, c'est aussi le numérique en face, l'offre numérique qui arrive du coup de l'extérieur. C'est ce qu'on appelait autrefois le temps de cerveau disponible, mais ça devient une concurrence. C'est ça. Et est-ce que le numérique donne des informations sur le programme du roi? Sur le programme du roi? Après, Wallis, c'est une diaspora très importante installée un peu partout dans le monde. En Calédonie d'abord, et puis en métropole, aux États-Unis, un peu partout. Donc le numérique reste vraiment le lien privilégié
Voilà, le lien des Wallisiens et Futuniens installés à l'extérieur avec leur territoire d'origine. Merci. On va passer à TNTV. Alors, Yves Aupert, donc directeur de TNTV, a rejoint Mateata à 2 voix. Puis voilà, comment l'histoire de TNTV, c'est l'histoire de cette télévision régionale. Hein, télévision. Merci Wallace, bonjour à tous. Oui, TNTV est, je pense, une expérience assez inédite dans l'outre-mer parce qu'elle a été la première télévision née de la volonté de la collectivité locale de se doter de sa propre télévision et ainsi d'incarner, on va dire, la compétence audiovisuelle dont la Polynésie s'était dotée lors de la révision statutaire de 1999. Et les choses n'ont pas tardé puisque la télévision a été créée le 29 juin 2000 et donc nous avons 25 ans cette année. Et Mateata, qui est à côté de moi, rédactrice en chef de TNTV et directrice générale, a eu le plaisir et l'honneur de porter le bébé sur les fonds baptismaux ce fameux 29 juin. C'était sur le front de mer. Pourquoi une télévision? Ce n'était pas parce que RFO, dont je faisais partie à l'époque, faisait mal son boulot. C'est parce que je pense simplement que le pays voulait avoir son propre moyen d'expression et que nous soyons plus proches de la population et de ses attentes. Je pense que c'est l'un des défis aujourd'hui qui répond à la question « Quelle est la place de la télévision régionale ?» Face à la mondialisation de l'image, face à la mondialisation de l'information, je pense que nos télévisions peuvent avoir encore un bel avenir si nous accompagnons nos populations, si nous sommes le reflet de nos communautés, si au travers de nos écrans, nos communautés se voient, s'entendent et se retrouvent, et que nous puissions être le lien entre elles, et notamment en Polynésie, ça a du sens, mais également en Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, où il y a des îles, effectivement, où les gens ne se parlent pas, ne se voient pas nécessairement, mais la télévision devient ce lien qui efface la barrière imposée par les océans et qui crée cette communauté, cette identité commune du vivre ensemble. Je pense que c'est ce que nous devons faire. C'est sur ce chemin que nous avons emprunté que nous devons, à mon sens, continuer. Le témoignage de notre ami de Tagada Pacifica et de Canal 3, mais aussi ceux de France Télévisions et ceux de TNTV montrent que si nous n'avons pas le soutien de nos dirigeants, si nous n'avons pas le soutien de nos collectivités, soutien financier, ce sera très difficile pour nous. Je pense que nos dirigeants doivent comprendre qu'il y a derrière la télévision un véritable enjeu de société face à la mondialisation. Sinon, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons viendra de l'extérieur. Et c'est le monde extérieur qui nous dira comment nous devons penser et ce que nous devons consommer en termes d'image. Et c'est déjà le cas avec les plateformes Amazon, Netflix et le reste. Vous avez vécu comme moi, et ce n'est pas de la science-fiction, ce qui vient de se passer aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, avec le soutien des GAFA, c'est-à-dire ces grandes multinationales qui contrôlent aujourd'hui l'information et les réseaux sociaux. Eh bien aujourd'hui, ils ont réussi à prendre le pouvoir. Et ce n'est pas virtuel, c'est une réalité. Ils sont à la Maison-Blanche, physiquement. Et ils vont continuer ainsi à pénétrer le système, les pensées, la démocratie. Et donc, il peut y avoir là un véritable danger. C'est pour ça que vous avez les uns et les autres évoqué l'importance des journaux télévisés. Nos télévisions ne peuvent pas rester que dans la proximité. À Waikinui, le Hiva, nous faisons ça très bien et on adore et c'est très bien. Et Dieu merci, ça va encore vivre longtemps sur nos écrans. Mais ça ne peut pas être que ça. Il y a aussi l'enjeu de l'information, c'est-à-dire l'enjeu de la démocratie, parce que, on le sait bien, l'information, c'est la démocratie. Nous vivons dans de jeunes pays qui se construisent, dans de jeunes démocraties en devenir, et je pense qu'à ce titre-là, les télévisions régionales ont également un rôle essentiel à jouer, parce que nous sommes proches des gens, parce que nous sommes proches de la mentalité, des cultures, parce que nous savons entendre, parce que nous savons comprendre, et donc nous savons dire les choses de la manière dont les gens
doivent l'entendre et ont besoin de l'entendre. Voilà, et donc je pense que c'est ça. Oui, je suis un peu long, hein, mais tu m'as donné le micro, alors voilà. Je pourrais parler pendant des heures. Juste préciser, oui. Juste préciser, Yves, pour faire cette télévision originale, tu t'appuies sur quel programme? Quels sont les programmes que vous mettez en avant? Alors, tu as parlé du journal. Bien sûr. Mais alors, nos programmes sont le reflet de la mission qui a été donnée à TNTV, eh bien, d'être une télévision de proximité, mais également une fenêtre ouverte sur le monde. Et c'est ce qui me plaît beaucoup on va dire dans l'ADN de TNTV, c'est qu'on ne nous a pas enfermés sur notre piteau. Et je pense que le danger, il est là aussi. Voilà, nous devons rester ouverts sur le monde et garder cette fenêtre ouverte. Donc nous avons des programmes, grâce au partenariat que nous avons avec les 2 plus grandes chaînes privées françaises que sont TF1 et M6, mais pas uniquement, avec d'autres fournisseurs de programmes. Quant aux contenus locaux, eh bien, nous les construisons effectivement. C'est eux qui incarnent, on va dire, principalement notre ligne éditoriale. Il y a bien sûr l'information, il y a tout ce qui relève de la proximité, qu'elle soit culturelle, sportive. Il y a les espaces de débat. Je trouve que nous manquons de débat. Il n'y a pas assez de débat dans nos jeunes sociétés qui se construisent. Et il faudra qu'on fasse là-dessus, Mathéata, on en a beaucoup parlé, des efforts aussi. Voilà, c'est déjà le cas, mais voilà, je pense que si on ne fait pas attention, on se laisse prendre dans une certaine routine, dans une certaine habitude. Et vous l'avez dit, les uns et les autres, vous l'avez évoqué, et notre ami de Tagata Pacifica en particulier, notre modèle s'essouffle. Et je pense que nous devons effectivement, alors on le dit souvent, réinventer la télévision. C'est pas simple, c'est une jolie phrase, mais derrière, quelle réalité y mettons-nous ? Hein, ce n'est pas évident. Les gens sont des grands consommateurs d'images. Ils ont aujourd'hui, et Gonzague nous l'a rappelé, des moyens considérables à portée de main au travers d'un petit appareil qu'est leur smartphone pour satisfaire leurs besoins et leurs envies. Nous devons exister là-dedans. Nous devons absolument exister là-dedans. TNTV a fait ce pari très tôt, peu après sa création, de lancer ce que je crois a été la première plateforme numérique avec la plateforme Replay de TNTV, qui connaît aujourd'hui un très grand succès sur lesquels sont déclinés effectivement tous nos programmes, tous nos contenus. Puis ensuite, nous avons poursuivi, et ça a été l'œuvre de Mathéata, la diffusion sur les box en métropole pour que, effectivement, la diaspora polynésienne présente en métropole et en Europe puisse suivre les programmes de notre chaîne. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important, ce défi. Alors comment l'aborder? C'est pas évident d'exister dans ce monde-là. Mais je pense que les gens resteront quelque part toujours attachés à ce qui fait leur monde, leur univers, leur éducation et leur culture, c'est-à-dire leurs racines. Nous devons incarner ces racines. Tant que nous incarnerons ces racines, les gens viendront à nous. Les gens sauront nous trouver et ils viendront consommer, regarder nos programmes et ils en demanderont encore. C'est lorsque nous nous éloignerons de cet objectif que nous devons alors nous interroger sérieusement sur notre devenir. Mais tant que nous sommes proches de nos racines, je pense que notre avenir, je ne dis pas qu'il est acquis, mais il sera moins compliqué. Yves, il parle comme un homme politique. Lisa, tu voulais... J'ai été à bonne école. I think everyone here is on the same page exactly with what's happening with TNTV. We know BBC's on a 2-year linear decline. In New Zealand, our linear TV model 3-year phase out. That's what the funders have told us. They're phasing out 3 years. Linear's phasing out. Everything's digital. Interesting with what you were saying, Eve, about that, so a lot of traditional format TV is having to move to digital streaming, and we all know that the pathways for digital, you need discovery, so you need to aggregate all the digital by being on social media. The big irony being the social media now is all owned by the oligarchs that are owned by a particular agenda, who are now really frighteningly manipulating all the algorithms. I don't know if it was the same in Tahiti, but
my whole office, the week after the Trump elections, were all following J.D. Vance and Trump because they were forced onto our algorithm. So it was a global forced following of. So we see how those. It's the big. That's the challenge. We have to be on digital. We have to be on phones. We have to be on social media in order to have the big populations find and discover us. So the big challenge is how we fight the algorithm to have our content seen. So there's ways that a lot of people are trying to do that in the digital. We've started engaging Blue Sky as a media platform rather than Facebook and TikTok. I mean, we have those channels that are connected to our content, but now we're exploring new ways so that we can develop indigenous algorithms, and that's the only way we can do it. You know, and we have the privilege of already having a big audience. So our YouTube subscription is very strong because that platform at least isn't being manipulated yet. But this is the new environment. It's AI and it's who's manipulating social media. So it's one step going on to the social media to have streaming and to have digital, because we know streaming rules the world. And then we have to have the pathways on screens for people to connect through social media. And so that's our current challenge is fighting the social media, the war of the apps. Merci Lisa, c'est intéressant. On disait tout à l'heure qu'il y a eu le développement du numérique, mais il y a des menaces du numérique aussi. Et ça, c'est intéressant. Mais je voulais te poser une ou deux questions. D'abord, la part des langues polynésiennes sur la chaîne. Et puis, comme j'ai posé la question à la première, vu l'éparpillement du pays et la centaine d'îles, comment vous vous organisez? Vous avez d'autres bureaux ou des correspondants ou comment? Voilà, les deux questions. Merci Wallace. Si tu permets, je voulais juste rebondir une minute sur ce que dit Lisa. Je pense que c'est très important. Et ça, c'est aussi notre devenir et notre raison d'être. C'est à nous de dire qui nous sommes et ce que nous voulons être. Ce n'est pas à eux, là-bas, de nous dire qui nous devons être. Et je pense que c'est un des objectifs importants aussi pour les télévisions régionales. Et dans ce cadre-là, les langues locales ont aussi beaucoup de sens. Très longtemps et encore aujourd'hui, TV Maori a été un modèle pour TNTV. Et aujourd'hui encore dans les projets de développement de TNTV, nous avons le projet de créer un deuxième canal entièrement en réo. Nous y travaillons, nous avons le soutien du gouvernement pour ça. Donc ça ne va pas être pour tout de suite, parce que voilà, c'est un peu ce que faisait à l'époque avec RFO, il y avait Tempo. Voilà, nous voudrions faire une sorte de Tempo entièrement en langue ou bien locale. en Radio One et FM. Voilà, parce que je pense effectivement que c'est important. Et cette diversité, ce pluralisme linguistique fait aussi notre richesse. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile, comme tu l'as souligné, de le prendre en compte avec des éditions bilingues, voire trilingues. Effectivement, c'est c'est assez lourd, il faut des effectifs, il faut des compétences. Voilà, ce n'est pas simple. À un moment, on nous dit de faire plus avec un peu moins quand même, Gonzague. Mais voilà, bon, on essaye. Alors, pour TNTV, on a, dès le début de la création de la chaîne, on a créé un bureau à Raiatea avec 2 journalistes qui y sont installés en permanence. Nous avions un bureau à Moorea qui a été fermé à l'époque dans le cadre du plan social et de la restructuration, une étape pas très heureuse que la chaîne a dû passer et faire beaucoup de sacrifices pour éviter qu'elle ne soit fermée. Nous avons le projet, pardon. Voilà, nous avions quelqu'un à Rurutu et nous allons remettre quelqu'un donc sur Rurutu, sur les Australes, avec également une présence sur Tubuai. Nous allons ouvrir un bureau dans les mois qui viennent
sur la presqu'île à Taravao pour accompagner également le développement de ce deuxième pôle majeur de la Polynésie française. Et il y a une actualité très importante là-bas qui n'est pas toujours présente dans nos journaux, il faut le dire. Donc nous allons corriger cela en ouvrant un bureau également là-bas. Nous avons un bureau à Paris, naturellement, pour que l'actualité parisienne soit présente. Bon, là, ce n'est pas à proprement parler la langue, il s'agit simplement d'être présent pour être des relais de l'actualité. Mais voilà. Alors, c'est pas simple parce que la Polynésie a plusieurs langues. Alors, nous avons par ailleurs des émissions, des fenêtres ouvertes sur les marquises, sur les Tuamotu avec le Rico Paumotu, etc. Bon, on doit un peu réactiver tout ça de manière à ce que ce soit plus présent. Mais je pense qu'il y a là un vrai défi pour nous aussi, c'est de faire vivre cette pluralité linguistique qui est une très grande richesse. Et en ce qui concerne TNTV, c'est une des missions qui a été assignée à TNTV, effectivement, d'être aussi le vecteur des langues locales et ainsi de les promouvoir et d'aider à leur préservation et à leur développement. Et donc, on va s'y employer. Alors, question peut-être à tous les deux, hein, à la fois Première et puis TNTV, c'est la question budgétaire. C'est-à-dire que est-ce que cette ambition, beaucoup d'ambition que vous avez sur la télévision régionale, hein, comment on fait pour les financer? Et est-ce que, par rapport à ce que disait Stéphane tout à l'heure, est-ce que ça ne risque pas d'être fragilisé dans les années qui viennent? Oui, c'est certain. Il ne faut pas se voiler la face et dire les choses franchement. L'argent est le nerf de notre guerre. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure, tantôt, je disais que le rôle des collectivités, l'État pour France Télévisions, la Polynésie française pour TNTV, pour ne parler que de nos deux entités, est absolument essentiel. Et chaque fois que nous les voyons, et nous avons leur écoute, et je crois qu'aujourd'hui, ils sont très, très attentifs à ça. Ils ont compris l'importance de la télévision, l'importance aussi de nous faire évoluer. Et voilà. Donc, mais effectivement, faire des émissions, faire des programmes en langue locale, c'est aussi d'abord des gens, c'est des compétences, c'est des journalistes, c'est des producteurs, donc il faut les rémunérer. Et donc effectivement, la réussite de ça passe effectivement par les moyens. Alors à TNTV, on a toujours un peu géré, Matéata, la pénurie, on sait faire. Mais bon, l'exercice a ses limites et donc on a fait parfois beaucoup de choses avec des bouts de chandelle. Alors l'avantage que ça a, c'est que ça oblige à être imaginatif, à être créatif, à être inventif sur plein de choses. Bon, après, on ne fait pas toujours du qualitatif, ou pas autant qu'on le voudrait, ou pas au niveau qu'on le voudrait. Donc, il faut faire attention à cela, parce que ce n'est pas parce qu'on fait des émissions locales qu'elles ne doivent pas être de qualité. Les gens, aujourd'hui, ont l'habitude de voir de la télévision au travers de Netflix et d'autres choses, d'autres chaînes, France Télévisions, TF1, M6, voilà, des programmes de grande qualité. Et ils attendent à ce que nous soyons à la hauteur de ce défi qualitatif également. Voilà, la télévision locale ne peut pas être du bas de gamme. Sinon, elle ne survivra pas, c'est sûr. Et je pense que c'est un leitmotiv que nous devons partager et que nous devons asséner dans nos échanges avec nos amis politiques pour leur dire que c'est vraiment très important, que derrière, il y a des enjeux de société, des enjeux identitaires. Il faut nous accompagner, il faut accompagner les initiatives locales dans ce domaine. Jean-Philippe. Alors, en ce qui concerne le pôle Outre-mer, et donc pour nous, chacune de nos stations, nous avons un budget qui est un budget qui nous vient d'une part de la TVA, puisque ce n'est plus la redevance nationale qui paye le service public, mais une part de la TVA, et donc on a un budget. Ce budget, il est différent chaque année. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est non pas sanctuarisé, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait l'année suivante, mais au moins on sait que pour le pôle Outre-mer, l'objectif essentiel, c'est le maintien et la sauvegarde de la production locale. Parce que sans production locale, la production locale est la raison d'être de chacune de nos chaînes. Si demain, il n'y avait plus de production locale, il n'y aurait plus de télévision locale, très clairement. Et ça, c'est important. Et donc, le budget qui nous est alloué chaque année nous permet justement de conforter
ou tout au moins de faire autant de production locale que l'année précédente. Et c'est ça qui est important. Ensuite, effectivement, et là moi je rejoins Yves là-dessus, c'est qu'il nous faut faire aussi de la qualité. Et ça c'est important, parce qu'on peut produire en kilomètres, pas de problème, sauf que si ça n'intéresse personne, on se fera plaisir en disant on a fait X centaines d'heures de production locale, mais si ce n'est pas intéressant pour nos publics, ça ne sert à rien et c'est de l'argent mis par-dessus les fenêtres. L'autre élément qui est important, c'est aussi que nous avons une obligation de faire travailler les sociétés de production locale. Et ça, c'est important aussi parce que ça rentre dans le cadre d'un accord qui a été passé et qui est aussi pour faire vivre celles et ceux qui produisent, et qui produisent bien, et qui produisent localement. Et ça aussi, ça fait partie de notre budget. Donc on essaye d'avoir une alchimie qui nous permet quelque part de répondre à toutes ces attentes, y compris celle de pouvoir sortir aussi et aller au-delà de nos rivages pour voir aussi tous les Polynésiens, toute la diaspora qui se trouve en dehors de la Polynésie. Juste pour rebondir sur ce qu'il dit, effectivement, en ce qui concerne le TNTV, nous faisons l'effort de faire travailler également les producteurs locaux parce que c'est vraiment l'écosystème local qui est absolument essentiel. Aujourd'hui, 100% des recettes publicitaires engrangées par TNTV sont réaffectées aux producteurs externalisés. Nous finançons toute la production locale externalisée avec nos recettes publicitaires. Nous avons nos recettes publicitaires propres. Nous avons voulu ce cercle vertueux qui est de dire l'argent qui provient de l'économie locale, grâce à notre antenne, sera réinjecté dans l'économie locale, en l'occurrence dans l'économie audiovisuelle. Pour vous donner un exemple en termes de volumétrie, TNTV aujourd'hui, c'est 46, j'allais dire 42, mais ouais, elle est plus à jour que moi. Donc 46% de l'antenne est composée aujourd'hui de produits locaux. Nous ne désespérons pas d'atteindre les 50%. C'est notre objectif, mais on a fait un long chemin pour atteindre ce chiffre, ce résultat, et le garantir surtout. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a de la place pour la télévision locale. Il y a une très forte demande. Et pour répondre à la question, quelle place pour la télévision régionale, moi je dis, elle a toute sa place, franchement. C'est à nous de la lui donner cette place aussi, par la qualité de ce que nous faisons, par les partenariats que nous pouvons nouer, par tous ceux que nous pouvons associer à ce très beau challenge. Nous continuons pour terminer le tour de table. Donc, Alexandre, je vais te donner la parole tout de suite. Mais peut-être d'abord Anaïs sur Canal+, Nouvelle-Calédonie. Tu as entendu un peu les débats. Donc, comment, quand il y a Canal+, qui a booké, Canal+, réfléchit sur cette question de la télévision régionale. Comment tu le vois ? Oui, nous, dans notre ADN, nous ne sommes pas une chaîne de production locale. On récupère quasiment l'entièreté de notre programmation de Canal+ France. On n'a pas de journal télévisé, on n'a pas de publicité. Voilà. Donc nous, nos contenus sont essentiellement du sport, du cinéma. La partie donnée à la production locale, c'est un rendez-vous par mois aujourd'hui et un court-métrage par trimestre. Donc aujourd'hui, on coproduit 16 œuvres par an, pas uniquement du doc. Il y a du documentaire, il y a de la série documentaire et de fiction, il y a de l'animation et il y a du court-métrage. Voilà, c'est grosso modo ces 4 formats-là qu'on coproduit. Et voilà, donc nous, ce sont juste des rendez-vous ponctuels qu'on offre à nos abonnés pour justement créer ce lien, créer cette proximité que vous avez de but en blanc, en fait, je dirais, avec votre audience. Et effectivement, nous, ça nous permet voilà, de se rapprocher de nos abonnés, de parler de sujets qui les concernent de près, en plus de leur proposer voilà, la programmation Canal+, qu'on connaît, et qui, elle, pour le coup, n'est pas du tout locale. Voilà. Alors, dans le groupe Canal+, et notamment ailleurs, donc, sur l'océan Indien, etc., parfois,
Canal+ lance des chaînes un peu événementielles. Une chaîne événementielle sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, le grand concert à La Réunion, etc. Ça, Oui. c'est quelque chose qui peut se faire dans le Pacifique? Oui, c'est quelque chose qui peut se faire dans le Pacifique. Je pense notamment au Canal Grand Raid qui a lieu à La Réunion chaque année et qui dure de mémoire 5 jours. On crée un canal spécifique pour diffuser cet ultra trail pendant 5 jours, 24 heures sur 24. Donc effectivement, rajouter des chaînes, puis les supprimer, c'est quelque chose qu'on peut faire pour suivre des événements locaux. Il y a 3 ans, Canal+, l'antenne Pacifique de Canal+ a créé la chaîne Pacifique+, donc qui n'existe que en zone Pacifique et qui n'est diffusée que sur nos territoires ici, et qui a pour vocation justement à diffuser une compilation de tous les programmes locaux qui ont été produits depuis une dizaine d'années. Donc cette chaîne-là, vraiment, si vous allez dessus, vous ne trouverez que des programmes produits localement. Vous ne pouvez pas faire une chaîne spéciale pour le FIFO? Mais pourquoi pas? Tout se discute, pas de problème. Bon, on prend rendez-vous. Il y aura une trace vidéo du coup. Ouais. Ok. Alexandre, alors toi, c'est une télévision un peu spéciale, TV5. Peut-être expliquer un peu TV5 Monde, hein, qui est présent un peu partout. Et là, c'est Asie-Pacifique. Donc, alors. Oh, ouais. TV5 Monde est un concept un peu particulier qui a donc 40 ans aujourd'hui. C'était le 2 janvier 84, donc quelques mois avant la création de Canal+. C'est une chaîne francophone en fait, donc a été créée par le gouvernement français, belge et suisse à l'origine. Donc elles se sont joints plus tard les Canadiens, le Québec et depuis 5 ans maintenant Monaco. Donc l'objectif, effectivement, nous sommes opérateurs de la francophonie, un des 4 opérateurs de la francophonie. Donc notre objectif est de faire rayonner la langue et la culture francophone à travers le monde, à travers le média. Alors effectivement, quand on regarde la zone Asie-Pacifique, celle qui nous concerne, donc c'est ma notion de région, pardon, un peu compliquée. On a 0,6% des locuteurs de français en Asie-Pacifique. Seulement 0,6%. Néanmoins, c'est la première zone de diffusion de TV5 dans le monde, avec plus de 164 millions de foyers qui nous reçoivent. Donc on a une chaîne de la télévision à péage, du câble, hein, donc on est distribué notamment en Nouvelle-Calédonie par Canal+, et par nos concurrents sont Disney, Warner Bros. Discovery, Fox, etc. Et donc on a besoin d'exister dans un monde où nous sommes largement minoritaires, plus que minoritaires, parce qu'en fait on ne nous attend pas. Et en plus, pour remplir une mission de service public. Donc vraiment, voilà, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir la langue et la culture francophone, promouvoir la diversité culturelle, faire rayonner les différentes langues de France à travers, et de la francophonie à travers le monde, dans un monde finalement ultra commercial. Donc c'est une mission de service public qu'on doit faire dans un monde ultra concurrentiel. Alors, suivant les zones, on ne va pas forcément le faire de la même façon. C'est vrai qu'en Asie-Pacifique, on a un peu pris alors, on est peu présent hein, sur les dom-tom comme Rome, pardon, mais parce qu'il y a déjà les premières qui est là, et France Télévisions et notre actionnaire majoritaire, hein, notre président du conseil d'administration, n'est autre que Delphine Ernotte. Voilà. Donc, on n'a pas forcément de vocation à exister en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Donc, on est sur le câble, effectivement, comme une offre de complément. Mais ce n'est pas forcément là non plus que, et encore que, la question se pose, et on l'a eu l'année dernière sur une autre table ronde, la défense de la langue française aussi se pose. Hein, quelle place de la langue française dans les langues du Pacifique? C'est un autre débat, mais oui, elle existe. Donc effectivement, notre rôle effectivement, est sur ces pays-là de promouvoir cette langue. Et bizarrement, vous me direz, le premier marché de TV5 dans le monde, c'est l'Inde. On a plus de 90 millions de foyers qui nous regardent en Inde, et c'est la première audience dans un pays non francophone, sachant qu'il y a 22 langues officielles en Inde, hein, donc, dont l'anglais, qui est parlé à peu près par 1,5 million de personnes seulement. Sur 1,5 milliard d'habitants, il y a 1,5 million seulement de personnes qui parlent couramment l'anglais en Inde, et c'est notre premier marché avec 10 millions de téléspectateurs en fait. Donc voilà, quel avenir? Il y a un avenir. On est basé à Hong Kong pour rayonner de façon, doit être au plus proche de notre dispositif, même si le dispositif est très large. Hein, c'est un rayon de 6 heures d'avion autour de Hong Kong et plus si on vient dans cette partie du monde, effectivement. Mais voilà,
On est à l'écoute de tout. On a la chance d'être dans une zone où, contrairement à l'Europe, les États-Unis, où la télévision à péage, comme on dit, est en chute libre, on a encore de la croissance en Asie-Pacifique. Il y a des tas de marchés. L'Inde en est un, l'Indonésie, les Philippines sont des marchés sur lesquels il y a énormément de croissance et sur lesquels il y a une appétence pour la télévision. La télévision a encore un très bel avenir. Il y a de la croissance. Elle est peut-être plus aussi forte qu'elle était. On a eu des 50% de progression il y a certaines années. On a encore 5, 6, 7, 8% de progression. C'est quand même encore énorme, sachant que le reste de la planète s'écroule en fait. Et l'autre force, c'est qu'on a la chance d'être dans une région qui est ultra dynamique et très diverse, et qui nous permet d'avoir des terrains de jeu très distincts, dans lesquels on va pouvoir tester des choses sur le plan numérique. Notre première expérience numérique, c'était en 2002, en Corée, à l'époque de la Coupe du Monde de football, dans laquelle la France a brillamment été éjectée dès le premier tour. Mais ça nous a permis effectivement, à cause d'un deal avec l'équipe de France, on devait amener la télévision à trouver des paliers finalement aux contraintes technologiques. Donc on a créé à l'époque un site internet et la première diffusion IT en fait, pour amener le signal en streaming. Et depuis, ça fait maintenant, on a effectivement une plateforme SVOD, donc par abonnement, une plateforme AVOD gratuite. Les questions sur comment faire, il y a des FAST aujourd'hui qui arrivent massivement, et donc ce sont des télévisions gratuites financées par la publicité. Donc c'est un concept qui paraît bizarre pour les Français parce qu'on a la télévision hertzienne, et vous êtes toutes des chaînes de télévision hertzienne, ou quasiment tous, mais il y a un monde à côté de ça qui est en fait beaucoup plus volumineux dans le monde, qui s'appelle le câble. Et le câble aujourd'hui représente un volume beaucoup plus important dans le monde que ce que nous représente la télévision gratuite hertzienne. C'est un concept qui n'existe pas par exemple aux États-Unis. Vous n'avez quasiment pas de chaîne publique. Enfin, avec Donald Trump, il n'y en a plus. Parlons-en tout de suite. Mais voilà, c'est un concept totalement différent dans lequel vous êtes en frontal commercialement, et donc il faut exister sur un plan commercial. Donc, il faut vendre ce que c'est que la francophonie, et il faut se différencier. Donc, d'une zone à une autre, on va se vendre autrement. En Asie, ce sont les valeurs de la francophonie qui sont vendeurs. Et on a encore une langue qui est porteuse d'énormément de valeurs. Et ça nous fait exister, quoi. J'étais surpris de ce que tu disais sur OPJ l'autre jour, là, parce que c'est une série qui a été tournée en Calédonie, maintenant c'est tourné à La Réunion. Et la diffusion dans ta zone est surprenante quand même. Hein. Oui, en fait, ce que les producteurs visiblement ignorent, c'est que une grande partie des productions de France Télévisions, puisque c'est notre actionnaire majoritaire, termine ensuite chez nous. Donc on diffuse effectivement OPJ, on a diffusé la série Meurtra et continue à diffuser la série Meurtra. Donc Meurtre à Tahiti, on l'a eu sur nos antennes. OPJ saison 1. Nous, ça a été un bonheur quand on a eu OPJ saison 1 parce que c'était une des premières émissions, le programme qui était effet miroir. Les publics adorent l'effet miroir. Se regarder à travers la télévision, à travers le regard des autres, c'est quelque chose de très important. Et du coup, on a fait énormément de promotions dans toute la région pour montrer effectivement et mettre en avant la Nouvelle-Calédonie, puisque c'était la première fois qu'on avait une série. En plus, c'est pas un one-shot, c'est quelque chose qui revient Nous, c'était le vendredi, tous les vendredis soirs, en prime. Et puis, c'est aussi un fantasme, la Nouvelle-Calédonie. Au Japon, il y a encore... on allait se marier en Nouvelle-Calédonie, il y avait toute une histoire. Donc on a un peu réactivé tout ça, et on s'est aperçu que ça a été, en Inde, ça a été 5 des 10 plus grosses audiences de l'année, OPJ. On a fait un festival de fiction qu'on a monté, de fiction francophone, qu'on a monté en Corée, avec notamment des très belles fictions comme Canal, comme effectivement le Bureau des légendes, ou OPJ, je suis désolé, passer devant le Bureau des légendes en termes d'audience, mais voilà, on a fait les meilleures audiences effectivement avec ce programme-là, parce qu'il y a cet effet miroir, il y a cette attente. Et bon, moi j'étais très triste qu'elle parle à La Réunion, même si elle est très réussie, il n'y a pas de problème, mais on manque effectivement aujourd'hui d'effet miroir, et il n'y a pas suffisamment, à part de très beaux documentaires, il y a des superbes documentaires qui sont tournés par ici, il y en avait il y a 2 ans, le prix FIFO était, sur les îles Marquises était absolument incroyable. Il était magnifique et je pense que c'est un documentaire qu'on peut revoir et revoir en permanence. Mais il n'y a pas assez de programmes et je trouve qu'on manque effectivement sur les antennes mondiales de cette diversité-là et de ce regard-là. Et c'est un peu pour ça que je suis aussi là, pour essayer de récupérer toutes ces informations et d'avoir plus de cet effet miroir sur nos antennes, parce que les gens ont besoin de se voir. Ils ont besoin de voir leurs voisins, de voir ce qui se passe à Samoa, ce qui se passe à Wallis, alors qu'on le sait peu, quoi.
Et c'est aussi ça notre rôle. Ok. Donc là, on a un peu fait le tour. Est-ce qu'il y a des... Comment... Si vous voulez, si tu veux rajouter un peu... attends. Voilà. Donc Polynésie première. Oui, Polynésie la première. Quelle place pour la télévision régionale? Moi, j'ai aimé le slogan d'hier, l'outre-mer, puissance mondiale, en fait. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Le constat, c'est que l'organisation même du pôle nous permet d'être, c'est unique en fait, hein, de pouvoir rebondir et d'être au fait même de l'évolution technologique en fait. Si on fait un petit peu d'histoire, on avait l'ORTF à l'époque, dans les années il y a très longtemps. Les programmes commençaient à 16h. On n'était pas encore dans la télévision régionale en fait. On diffusait les programmes parisiens chez nous. Donc ça veut dire que la production locale s'est développée après. Donc on est devenu vraiment télévision locale, après, en voulant se rapprocher de nos publics. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de programmes locaux, en fait, sur les antennes des premières. Et maintenant, avec l'organisation que nous avons, l'architecture qui est la nôtre, on est déjà en phase de mutation pour travailler sur les différents supports. Aujourd'hui, on ne dit plus 3 médias, on dit 4 médias chez nous. C'est le langage, en fait. Quand on dit 3 médias, on dit non, mais tu as oublié un. Donc ça veut dire qu'on a même déjà dépassé le numérique pour aller au-delà du numérique. Donc on est déjà très avancé. Et ça, c'est la force même du pôle et des stations d'outre-mer. Et on sera toujours télévision locale. Et cette force, je dirais qu'on est aussi au-delà même des océans, ça veut dire. Pourquoi? Parce que je pense que la télévision régionale a encore de beaux jours, puisque l'outre-mer voyage beaucoup. L'ultramarin, c'est un grand voyageur. Et aujourd'hui, on est capable de servir, de donner, de transmettre nos émissions de par le monde. Donc, un Wallisien peut voir ces images, ces programmes à Paris, au Canada, n'importe où. Et c'est ça notre force. Donc, la mutation est faite. Et la télévision régionale aura toujours de beaux jours, même si ça peut faire peur. Mais la réalité d'aujourd'hui nous montre qu'on s'est muté et on s'est avancé. Voilà, c'est peut-être juste une précision par rapport à ce que disait Alex. Quand il parle de 4 médias ou de 4 antennes, je vais vous donner juste l'exemple de ce que Nouvelle-Calédonie Première fait, et je pense que les autres stations aussi, et j'imagine TNTV aussi. On va dédier cette année, ça a déjà commencé, l'information investie les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une journaliste qui est aujourd'hui dédiée à l'information sur les réseaux sociaux. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, quand on parlait de notre responsabilité, j'allais presque dire, pour l'avenir de la démocratie. On investit le champ de l'éducation aux médias et à l'information. On va au-delà de simplement être des diffuseurs de programmes ou d'infos. Donc aujourd'hui, nos chaînes, on va dans les collèges, dans les lycées, faire de l'éducation aux médias et à l'information, mais on va là où justement l'information nous avait un peu échappé. Les réseaux sociaux où tout se dit, où il y a des échanges intéressants et d'autres un peu moins. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec certains réseaux sociaux qui sont devenus des réseaux où on dit tout et n'importe quoi. Donc il est important d'investir ces champs-là aujourd'hui. Et donc quand Alex parle de 4e antenne, la 4e antenne, ce sont les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes ou ne nous sommes plus, puisque, dis-moi si je dis une bêtise, mais France Télévisions a décidé il y a très peu de temps de quitter le réseau X, par exemple. Alors, la consigne a été donnée. En tout cas, en Nouvelle-Calédonie, il est progressivement éteint pour aller sur d'autres réseaux comme Blue Sky, par exemple. Et je pense que ça va venir aussi chez vous. Mais au-delà de ça, sur Facebook, sur TikTok, où c'est pas forcément évident de savoir comment positionner de l'information, et bien sûr sur Instagram, aujourd'hui, nos chaînes y sont. Voilà, juste apporter cette précision. Yves, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste un mot sur la question télévision régionale. Je pense que la question se pose aussi sur la télévision grande régionale. Et lorsque vous avez, toi, Wallace et Hérémoana notamment, posé les jalons et porté le FIFO sur les fonds baptismaux pour ouvrir cette fenêtre sur notre environnement régional pour qu'on se connaisse mieux,
Je pense qu'un des défis des télévisions régionales, et c'est comme ça que nous le vivons à TNTV, est de s'inscrire davantage dans notre environnement régional. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait plus facilement ce qui va se passer à Los Angeles avec les incendies. Nous sommes inondés d'images. À Paris, à New York, à Washington, à Pékin, à Moscou ou partout ailleurs. Et on ne sait pas ce qui se passe chez nos voisins. Quand il y a eu, par exemple, je me souviens, le terrible tremblement de terre de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et nous avons eu un mal fou à obtenir des images. Il a fallu que nous obtenions ces images par des chaînes internationales qui, elles, avaient réussi à les obtenir au travers de TVNZ ou de télévision australienne. Lorsqu'il y a eu la monumentale éruption volcanique à Tonga, ça a été pareil. Il a fallu attendre que des chaînes internationales qui ont les moyens diffusent ces images pour qu'on puisse les solliciter, les acheter, pour pouvoir les diffuser chez nous. Donc je pense que le FIFO a été souvent le cœur de débats très intéressants sur ces enjeux océaniens, pas seulement au niveau du documentaire, de la fiction, mais également de l'information. Et je pense que sur cette question, nous sommes restés en panne depuis que le FIFO existe, et ça c'est notre faute à tous, notre faute collective, de ne pas avoir su apporter une réponse à ce besoin d'information, à l'organiser. Je dis que nous sommes fautifs parce que nous sommes les premiers en ligne. Ceux qui générons l'information, c'est nous. Et si nous ne sommes pas capables de la partager entre nous, c'est qu'il y a un vrai problème. Voilà. Et on ne peut que louer l'initiative, notamment de Coconut TV, effectivement, ou de Tagata Pacifica, qui ont bien compris ces enjeux-là. Et Pacifica TV, c'est vrai. On prend ton micro, Devon. C'est aussi le Pacifica TV qui est un effort de la ministère de l'étranger. Et c'est tous les pays anglophones. Et je suis sûr que si tu demandes, tu peux avoir toutes les émissions, toutes les nouvelles du pays anglophone. Donc, ça existe pour nous et ça existe chez toi. Nous devons rejoindre les deux et voilà, nous avons ce que nous parlions depuis le début de FIFO. Oui. Ce qui change la donne, peut-être pour l'échange d'images aujourd'hui, là tu parlais du tremblement de terre à Christchurch, si j'ai bonne mémoire, c'est 2011. 2011, les échanges étaient quasiment impossibles. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de câble, etc. Aujourd'hui, ce qui change un peu la donne, alors ce n'est pas forcément de média à média, mais ce sont les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on a pu récupérer, tu parlais de Tonga, nous, on a pu récupérer les images via les réseaux sociaux, pas via les grandes chaînes. Et quand on arrive à avoir des contacts, on le fait déjà au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Je suis désolé, quand il se passe quelque chose à l'autre bout de la Nouvelle-Calédonie, c'est 500 km ou 400 km à Poum. On n'a pas une équipe sur place, etc. Mais maintenant, on peut avoir les images parce qu'on a forcément quelqu'un qui va la partager. Bon, après, il faut obtenir le consentement, etc. Mais ça a quand même un petit peu changé la donne. Voilà. Ouais, Alexandre ? Il y a quelques années, Gonzague s'en souviendra, c'était à l'initiative du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, on avait fait des tables rondes régionales. Et l'un des projets était justement la mise en commun des images tournées par toutes les télévisions du Pacifique pour pouvoir créer effectivement un fonds d'images commun disponible par tous. Alors c'était il y a 12-15 ans maintenant, donc effectivement tout ça est mort aussi vite que c'est né. Mais avec les technologies d'aujourd'hui, effectivement c'est quelque chose qui pourrait être sous l'initiative du FIFO par exemple, puisque à l'époque, c'était uniquement francophone, mais il faut élargir à la zone océanienne. Il faut que Samoa soit là, il faut que Fidji soit là, il faut que Tonga soit là, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais de créer ce fonds d'images commun, une espèce d'auberge espagnole dans laquelle chacun ira mettre ses informations, c'est une bénédiction. Moi, je rêve, ça fait 10 ans que je rêve qu'on fasse un journal du Pacifique, mais on n'a pas d'image, à l'exception de celles qu'on peut récupérer d'outre-mer, qui sont éventuellement filtrées à Paris, parce que toutes n'arrivent pas.
On n'a pas tout. Donc du coup, on n'a même pas de quoi créer un journal hebdomadaire. Moi, j'aimerais au moins commencer par un journal hebdomadaire, à faire un 16 minutes par semaine sur ce qui s'est passé. On n'a même pas de quoi faire ça aujourd'hui. Je crois que je vais donner la parole peut-être à Alissa. I remember that conversation happening at FIFO about 10 years ago about creating a shared portal of information. Now, I think the problem with our region is there's so much inequity of the different resources of the different countries, but it's what Gonzaga is saying is that it's the immediacy we need. So, for example, in New Zealand, when the riots in Noumea happened, all we're seeing is on the mainstream TV format networks, images from Facebook and TikTok that have been pulled, because we can't wait for images to be uploaded to a portal. We need otherwise it's not news. And so within our Pacific communities, most of our news sources, Tonga earthquake, all the big events, where Gaza, everyone is sourcing with consent, reputable, verified images from social media. But now we're worried because our social media sources are being so manipulated. So that's the thing. But, in terms of the question about what's the future of regional TV, digital, and regional TV has to be wherever people are watching TV. So if that means they're watching it on TikTok or they're watching it, that is the future, because we copy the behavior, obviously, of the demographic. And it's now trying to keep up with the rapid change in technology. So that's the cutting edge of it, I think. And when we see our entire, news networks depending on social media for immediacy and for regional sharing, these are the spaces that we're all trying to work out, the social media platforms, beyond our streaming platforms. Merci Lisa. Je crois que c'est un vrai sujet qu'on n'arrive pas à régler. Il faut le dire. Hein. C'est-à-dire, depuis le début, on fait des débats sur ça, on n'arrive pas à régler. Et parce que ce que dit Lisa est vrai, c'est-à-dire qu'on a essayé de passer par les télévisions. Alors, on s'est aperçu que c'est très lourd, les télévisions, quoi. Parce qu'il n'y a jamais la personne qu'il faut, la personne qui... Voilà, c'est très difficile. Et en plus, nous, les francophones, on a les 35 heures maintenant. On travaille 35 heures, donc voilà, c'est compliqué. Nous, voilà. Ce qui fait qu'on est plus souvent à la plage que... Voilà. Mais à la plage, on réfléchit, hein, attention. Hein. Mais donc, c'est très difficile. Ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas aller par là. Naturellement, on pense que c'est les télévisions, on va échanger, parce que en Europe, hein, je sais pas, on a travaillé les uns et les autres en Europe, il y a les échanges, les EVN, les échanges, tous les matins, ils échangent leur programme, etc. Moi, tous les matins, je regarde, et puis j'ai envie de lancer un caillou sur la télé, parce que je dis, mais qu'est-ce que c'est? Nous, on n'est pas capable, nous, de faire ça. Alors, en plus, maintenant, il y a, sans qu'on le demande, il y a les images d'Internet qui arrivent. Mais les images ne sont pas fiables. On ne sait pas qui a tourné, dans quelles conditions, on peut se faire manipuler rapidement. Donc, ça veut dire que peut-être que sérieusement, il faut qu'on y réfléchisse, parce qu'on est aussi capable de mettre en place des structures, et que jusqu'à présent, on a fait beaucoup de discours, mais pas assez de concret. Je pense qu'il faut laisser la chose, et puis peut-être qu'on étudie en petits groupes pour savoir comment on fait, quoi. Et on s'appuie sur qui pour faire ça, quoi. Je sais que, par exemple, la communauté des pays du Pacifique, la CPS, a décidé suite d'ailleurs à un débat de l'année dernière, hein, ici, de réfléchir à un fonds océanien de production. Peut-être qu'au lieu de faire un fonds, il faut faire ça. Peut-être, je ne sais pas. Il faut en discuter avec les équipes qui travaillent là-dessus. Je pense que certains d'entre nous, on est un peu sollicités. On va essayer de faire avancer ce dossier-là, mais ce n'est pas normal que ça soit une zone d'ombre, notre zone. C'est pas normal. Et c'est vrai que nous, on aimerait bien que TV5 fasse un journal, que France Télévisions à Paris, etc. Donc, voilà. Là, on a un peu fait le tour de tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, s'il te plaît. Puis peut-être, après, je vais peut-être demander ton avis à toi, à Michel, parce que tu es à la retraite, mais donne d'abord à... Oui. Après. Yarana, alors je suis de Punavia.
Je vous ai tous écoutés. Merci pour votre témoignage. Et je ne savais pas qu'il y avait toutes ces problématiques. Alors, mon papa est né en 49. Quand il m'a raconté la première fois qu'il l'a vu à la télé, c'était Esther Tefana qui chantait, qui ouvrait l'image. Il y avait telle heure. Tout le monde n'avait pas la télé. C'était une heure régulière. Moi, j'ai grandi avec la télé, avec les films romains cow-boys. Du coup, je m'appelle Cheyenne, parce que mon papa, il l'a vu. C'est pour vous dire que vous étiez dans notre vie. On se réunissait, on avait un rendez-vous à telle heure, on savait quelle émission. Nous avait fait rêver, on a chanté, on a dansé, on a vu le monde tel que la télé nous montrait. On a vu tous les pays. Et quand TNTV est arrivé, moi, quand j'ai vu, il m'a montré mon histoire, les légendes, les histoires, l'histoire de vie, l'histoire de la vie de nos îles. Et là, aujourd'hui, quand j'ai entendu tout ça, oui, il y a de la place pour la télévision régionale. Mais comme Yves Hubert a dit, il faut innover, il faut suivre l'évolution. En fait, les réponses étaient tous avec vous, quand je vous ai écouté. Les réponses étaient avec chacun d'entre vous. Évoluer là où il faut évoluer, progresser là où il faut progresser, chercher des fonds s'il faut. On fait un FIFO juste pour vous, on fait des films, de l'histoire et on fait payer les gens. Je pense que vous êtes tous intelligents et forts et on peut trouver une solution. C'est pour vous dire que si vous ne le faites pas, mes enfants, mes petits-enfants ne vont plus regarder. Ou ils vont aller chercher l'information ailleurs. Faites-le parce que vous le faites bien. Et moi, je suis heureuse avec ce que... Parce que là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de richesses dans mon pays, la Polynésie française. Il y a encore des histoires à voir et à raconter. Faites-le, s'il vous plaît. Qui va le faire? Merci. Nous avons encore besoin d'apprendre et apprendre. Merci. Merci. Michel, donc peut-être un mot, voilà, pour toi. Voilà. Non, surtout, je ne voudrais pas parler. Juste pour nos amis, dire que Michel donc, a été longtemps un cadre de France Télévisions, à niveau régional, ici aussi en Polynésie, et puis à Paris. Il est à la retraite comme moi. Je crois qu'on nous a donné une belle feuille de route, donc j'aurais du mal à émettre quelques bémols derrière. Parce que je voudrais participer de ce même enthousiasme pour la télévision régionale. Mais je crois qu'il y a, dans la définition du mot télévision régionale tel qu'il est, il manque un mot qui a été une obligation pour nous, qui est d'être généraliste. D'abord sur l'histoire, on a été créé en 1965, c'est pas par hasard, c'est dans un contexte politique. Le général de Gaulle allait affronter pour la première fois le suffrage universel direct, quelques mois après, puisque c'était en décembre 1965, si on s'en souvient bien, et ça n'était, quoique le général de Gaulle fût, pas si évident, puisqu'il a fini à 55%. Donc notre naissance, et je ne parle pas de 1965 dans le territoire de Polynésie, à un an du bouleversement que ce pays a connu. Donc nous sommes le fruit d'une décision politique d'un État central qui nous organise des décrochages locaux. Et qui a rencontré son public. Nous sommes la seule émission qui a duré 10 ans qui a eu 100% d'audience. La seule émission qui a eu 100% d'audience. Il y avait 3 chaînes, c'était obligatoire sur les 3 chaînes. Paf, à 19h, il y avait le journal, les actualités régionales. Comme tu dis, n'aurait jamais raté quoi qu'il se fût avant de se mettre devant les actualités régionales. De toute façon, c'était obligatoire, c'était sur les 3 chaînes. Alors, on a, je suis persuadé, su anticiper l'évolution technologique. On est présent effectivement partout, que ce soit TNTV, que ce soit France TV, sur ce qu'a été l'évolution technologique, même si les structures de nos entreprises sont quand même encore un peu le reflet de fonctionnement antérieur, hein, et archaïque. Je répète juste une histoire marrante. La conférence de conclusion du journal télévisé, qui passe à 20h, est en général dans toutes les stations organisée à 16h.
Et on ne sait pas pourquoi. Moi, je vais vous le dire, qui suis le plus vieux. C'est qu'à 16 heures, on fermait le laboratoire de développement des films. Donc, après 16 heures, on ne pouvait plus rien mettre en image. C'était obligatoirement dans le plateau du présentateur. Mais on est passé à l'humatique et tout, mais est toujours à 16 heures. Donc, nos structures sont encore faites à cette image-là. Quand une télévision de plateau qui prenait la place de l'appareil valait plusieurs dizaines de millions, quand il y en avait deux, des Thomson de 3 mètres de long. Donc, on a su anticiper toute l'évolution technologique. Je ne suis pas sûr que nous sachions assez rapidement anticiper l'évolution éditoriale indispensable. Parce qu'à un moment, et qui se rapproche de plus en plus, le pouvoir qui nous finance, parce qu'il faut aussi constater que cette télévision régionale qui doit fédérer l'ensemble et basée sur l'audience, n'a pas trouvé son modèle économique nulle part. Elle n'existe que parce qu'elle est dite de service public, mais financée par un actionnaire, dans la plupart des cas, unique, l'État. Et on parle d'un petit monde, parce que dans le monde entier, nous sommes une exception culturelle en cela. Et on a servi l'État, même dans ses aspirations les plus nobles, de faire circuler la culture, l'identité, voire la démocratie. Je ne suis pas sûr que dans 5 ans, nous soyons indispensables à ce rôle de l'État. Et à ce moment-là, si lui décide de ne plus financer notre système, je ne sais pas quel sera notre avenir. Donc je crois qu'il est urgent, mais urgent, parce que ça va très vite, de réfléchir à une autre stratégie éditoriale, à un autre contenu, et développer un système économique nouveau qui corresponde à... Parce que la publicité qui a des caractères quand même assez sauvages encore sur le système non linéaire va être normalisée aussi. Et ce qui apparaît comme un scandale aujourd'hui, tu regardes une émission, puis ça s'arrête, on te met de la pub pour les bagnoles sans avoir fait de générique, sans rien, ça va être organisé. Donc cette partie publicitaire va fondre assez rapidement, et il nous faut trouver effectivement des relais de développement économique, parce que ce passage de la télévision que tu décris formidablement, cette revendication, cette dimension de l'expression locale, elle ne l'est pas dans notre ADN. Dans notre ADN, c'est un décrochage lié à l'information avec des BRI, des bureaux régionaux d'information, et il n'y avait que ça. On ouvrait, il y avait le journal. Et après, c'était des programmes nationaux qui venaient. Et finalement, la mise en place de programmes identitaires régionaux est le fruit d'une revendication et des personnels, et surtout des populations qui voulaient se voir. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui réinventer, et réinventer très certainement avec une présence beaucoup plus forte, mais qui n'est plus compatible avec notre notion de télévision généraliste sur l'événementiel. Parce que tu ne peux pas mettre un match de foot de 4 heures, une soirée de boxe de 4 heures aussi, mais en même temps, c'est des éléments sur le développement de l'événementiel qui, je crois, nous permettront de nous ancrer dans une attente nouvelle de la population. Voilà, c'est un peu compliqué. Juste une remarque quand même, Michel, si tu permets. Michel, tu parles de modèle économique. Il n'y a pas de modèle économique dans nos pays. D'ailleurs, on dit télévision régionale, je ne sais pas pourquoi on dit télévision régionale, mais pour nos médias régionaux, nos médias pays. Nous ne sommes plus seulement des télévisions, mais des médias. Il n'y a pas de modèle, que ce soit pour TNTV, qui a besoin de la puissance publique du pays, ou pour nous qui sommes, comme tu l'as rappelé, financés à, je crois, 90% aujourd'hui par la puissance publique et par le biais aujourd'hui de la TVA, il n'y a pas de modèle économique. Donc et tu parles de la publicité, elle décline simplement parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont bien compris qu'une campagne sur Facebook de 15 jours à 30 000 ou 50 000 francs aura autant d'impact
spot publicitaire le soir de Noël. Si je me souviens bien, à une époque, ça coûtait une petite fortune pour les 30 secondes. Le 24, tout ça n'existe plus déjà. Un mot sur le mode de fonctionnement. Je vais un tout petit peu tempérer ton propos, si tu le veux bien, sur l'agilité qui, quand même, aujourd'hui, dans nos organisations, je vais donner l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est celui que je connais. Aujourd'hui, il y a de nouvelles organisations et surtout, en permanence, de nouveaux métiers. Depuis 5-10 ans, il y a des métiers qui sont apparus, il y en a beaucoup qui ont disparu. D'abord qui ont disparu en nombre. On était 180 il y a 20 ans, on est 140 aujourd'hui. Et on le sera beaucoup moins certainement dans 5 ans, mais avec l'apparition de nouveaux métiers, des métiers qui disparaissent ou qui se regroupent sous la polyvalence, je pense aux métiers techniques, mais des métiers de RH ou des métiers techniques qui disparaissent complètement. Mais pour te parler d'agilité et d'organisation, aujourd'hui, alors tu parles de la conférence de 16 heures, elle doit probablement exister encore pour le JT, mais aujourd'hui, tu as un point à 6 heures du matin, tu as un point... Non, mais pourquoi je te dis ça? Parce que les organisations se sont... Aujourd'hui, tu as par exemple 3 personnes en responsabilité pour l'info, de la tranche du matin jusqu'à midi, de midi jusqu'au soir, et qui suit les usages de... Ça n'existait pas avant. Il y avait un gars qui devait, je sais, je l'ai fait, qui devait gérer toute la journée, etc., et parfois la nuit aussi. Ça n'existe plus. Et aujourd'hui, on crée... Et Wallace s'en souvient, parce qu'il l'a fait aussi. Il nous est arrivé de créer des postes qui n'existent même pas encore dans la nomenclature de France Télévisions. Le premier poste à France Télévisions de community manager, ça c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça n'existe même plus, community manager. Mais il y a 10 ans, on l'a créé en Nouvelle-Calédonie, ça n'existait pas dans la nomenclature de France Télévisions. Là, on s'apprête à recruter des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu qui peuvent venir du journalisme, qui peuvent être des créateurs de contenu documentaristes, qui peuvent être des créateurs de contenu de service. On a bien vu ce qui s'est passé pendant les événements de mai dernier avec une animatrice qui, en radio et sur le net, a géré le lien au quotidien et même heure par heure avec la population pour des services d'urgence, etc. Donc je pense que c'est plus aussi figé que tu peut-être l'as constaté il y a une dizaine d'années. Voilà, comme ça qu'on reviendra tout à l'heure. Je crois qu'il faut revenir tout à l'heure sur le financement et le modèle économique, parce que mais on va vous donner la parole, puis après aidez-moi là. C'est ça justement, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir ouvrir le téléviseur et avoir de l'information océanienne. Alors oui, il y a de l'argent qu'il va falloir sortir derrière, mais en même temps, quand on sait que les défis mondiaux se jouent beaucoup sur notre zone géographique, ça ne doit pas manquer tellement d'arguments pour trouver quelques financements, ne serait-ce qu'auprès des pays européens ou des pays américains, qui, dans les grandes batailles géostratégiques qui ont déjà démarré suite aux élections des États-Unis, peuvent peut-être surfer sur un nouveau mode de convenir de l'information et de sa mise à disposition. Parce que l'éthique dans l'information, de mon point de vue, en tous les cas, est en danger face à l'information spontanée et individualisée. Donc vous avez, vous, vraiment, je pense, une énorme quantité d'argumentaire à puiser, une expérience et puis peut-être suffisamment d'échecs non aboutis pour y arriver avec 2-3 mécènes pour commencer. Et Mona ? Oui. Moi, je suis surpris par 2 choses de plus en plus. Quand on parle de l'information, sur France Télévisions et sur plusieurs chaînes, il y a non plus de l'information, mais de la vérification de l'information. Et c'est ça peut-être le danger qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est capable de faire passer certains messages complètement faux. Dernière grosse campagne, Yves parlait un peu de ce qui se passe avec les GAFAM qui occupent la Maison-Blanche. C'est quand même une des plus grandes influenceuses américaines qui a monté un film pour démontrer que Mme Macron
était un homme. Et il y a aujourd'hui des millions de personnes dans le monde qui sont persuadées que... Voilà. Donc, est-ce que demain, le rôle, votre rôle à vous, sur le plan international et national, ne va pas devenir celui-là, c'est-à-dire des vérificateurs, oui, mais plus encore, quoi. Oui, mais... Deuxième chose, sur l'information, et c'est là où le propos de télévision régionale, pour moi, me semble important, c'est aussi de faire circuler l'information dans nos pays, justement. Parce que sinon, on va avoir que ça. On va avoir que des trucs sur Madame Macron, qui est un homme ou pas, ou sur machin et tout. Donc, c'est aussi de faire exister l'information de nos pays dans nos pays, tout simplement. Ensuite, il y a un événement, je pense que, bon, voilà, moi j'ai eu la tutelle un peu de TNTV pendant quelques années. Eh bien, on se mesure un peu le zizi entre télévision à coup de barème d'audience. Voilà. 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 Ben, moi, je vous dis, j'ai fait un petit truc pourri. Je me suis enregistré en train de chanter une de mes chansons. J'ai eu 25 000 vues. Et le même moment, il y a eu une info partagée, je ne sais plus par qui, pas par une des télévisions, mais je crois que c'était Tahiti Info, un petit truc filmé, non, Radio 1, pardon, qui n'a fait que 5 000 vues. Bien filmé, hein? Donc, est-ce que finalement la question de la qualité de l'image, c'est toujours... Juste un peu, hein, c'est une question, Yves, et puis ça s'adresse à tout le monde. Est-ce que c'est plus la qualité de l'image sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes tous en train de partir aussi sur les réseaux sociaux, qui va être importante, ou est-ce que c'est l'info? Ils viendront. C'est pour ça que tout à l'heure. Rapidement, en contact, parce qu'il y a Jean-Philippe qui va intervenir aussi. On parlait d'investir les réseaux sociaux. Si on les investit, c'est justement pour contrer ça. Bon, si tu as fait 25 000 vues, c'est parce que tu as un bel organe, on le sait. Mais plus sérieusement, c'est bien celui qui tient son smartphone qui décide. C'est pour ça que tout à l'heure, et c'est intéressant quand tu parles des mesures d'audience, tout à l'heure j'entendais dire oui, mais vous n'avez pas de concurrence, mais c'est pas vrai. La concurrence, c'est pas forcément Polynésie Première et TNTV, c'est le temps de cerveau disponible consacré à ce qui vient aussi de l'extérieur. Il faut faire attention, parce qu'on ne mesure la concurrence que par rapport à ceux qui sont sur le même territoire. Mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ça vous amène de la concurrence, et une concurrence terrible. Et tu viens de l'illustrer. Donc il faut juste faire un peu attention à ça. Par rapport au décryptage, Gonzague, j'avais dit si tu pouvais essayer de... Oui, mais le décryptage, c'est important parce qu'il faut répondre à sa question, sinon ça ne sert à rien qu'il pose une question. Le décryptage, regarde bien sur les chaînes, par exemple de France Télévisions, mais je suppose que c'est la même chose sur TNTV, etc. Il y a des espaces consacrés uniquement à ça. Yves parlait d'éducation aux médias et à l'information. Les chaînes font aujourd'hui des programmes pour ça. Mais les journaux d'information le font également. Parce qu'il y a une nouvelle temporalité. On découvre, je suis désolé, on ne découvre plus rien au journal télévisé du soir. On découvre avec ça, avec la radio, et le soir, on a besoin de quoi? On a besoin d'explications, on a besoin de décryptage, et on a besoin d'échanges et de débats contradictoires, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça, et ça change tout. Alors, juste pour rappeler, Gonzague, qu'il y avait un ancien président de la République qui disait « Ma réponse est oui, mais quelle était votre question ?» Jean-Philippe, à toi. Hervé Moinet, il a mis le point sur quelque chose qui est important, c'est la fausse information, avec la vérification. Et je crois que c'est ça aujourd'hui, on peut être perdu par toutes les informations qu'on trouve. Et c'est là où France Télévisions a fait quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est d'avoir mis en place un service qui s'appelle les vérificateurs. Voilà. Et ils vérifient tout. Alors, de temps en temps, il y a une image qui passe à travers les mailles du filet, mais à chaque fois qu'une information est donnée, elle a été vérifiée et les images sont validées. C'est important parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire tout et n'importe quoi. Il y a des exemples toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, par exemple, on a un élément qui est important, c'est flouter des images et changer les voix.
Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, une image floutée, on peut retrouver la bonne image avec un logiciel. Et la voix qui a été modifiée, on peut tout de suite retrouver la bonne voix. Donc quand on fait un témoignage qui doit rester anonyme, ben, c'est terminé, il n'y a plus d'anonymat. Donc nous aussi, on a été obligés de revoir nos procédures. C'est pour ça que normalement, on ne doit plus montrer une image floutée, mais montrer une image de quelque chose qui permet de ne pas reconnaître la personne interrogée et d'avoir au-dessus de la voix de la personne qui témoigne, d'avoir une autre voix par-dessus permettant justement d'éviter qu'on puisse retrouver le bon timbre de la voix. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on peut vite se faire piéger et on a des exemples à ne plus savoir qu'en faire. Et je pense que vous êtes confronté maintenant à un phénomène nouveau, c'est-à-dire que vos informations sont aussi l'objet maintenant de questionnement même. De questionnement même. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous vendre de la mauvaise information? Ça aussi, et même la réutilisation de vos infos. Donc voilà, c'est peut-être aussi des gros défis sur la question de l'information simplement. Alors il y a beaucoup de sujets qu'on a abordés ensemble. Il nous reste un quart d'heure. Hein, voilà. Non, il reste pas de temps. Combien? On a laissé 30 minutes supplémentaires. Combien? On a laissé 30 minutes supplémentaires. Peut-être qu'on peut revenir sur deux points. Ouais, on peut passer la nuit ici. Hein. On peut revenir sur 2 points qui me semblent graves quand même dans ce qui a été abordé. Hein. On a bien compris que finalement, de la télévision, la radio à la télévision, puis la télévision est en train de basculer sur le numérique. Mais je pense qu'il y a une question qui a été posée par Lisa tout à l'heure qui est quand même grave. Hein, dans cette consommation du numérique, on est finalement piégé par les algorithmes. Voilà, ce qui fait que pourquoi on va aller voir Trump, parce que voilà, etc. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est vrai une question hein, par rapport aux vérifications de l'information, tout ça, ça aussi c'est quelque chose parce qu'on est manipulé. Donc comment on fait, nous dans notre pays, société, et puis voilà, comment on fait pour essayer d'échapper à cela? Est-ce que c'est possible? Oui. Faut couper tous les câbles. Faut couper tous les câbles. Et je pense que malheureusement, je vais couper court. Désolé d'être l'empêcheur de tourner en rond, mais voilà, on avait donné du temps supplémentaire. On arrive à l'issue de cet échange. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort tous nos intervenants, s'il vous plaît. Merci à Wallace d'avoir modéré cette table ronde autour de la thématique aujourd'hui. Quelle place pour la télévision régionale? On a refait l'information ici. Donc merci à tout le monde en vous souhaitant une bonne soirée. Et voilà, on reprendra demain pour des échanges qualitatifs comme celui-ci.